Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. C'est un podcast un peu exceptionnel puisque on a notre Cédric national qui est toujours du côté de Beantown, la ville des haricots. Il est toujours en road trip donc du côté de Boston. Il va nous ramener plein de news du côté de la Nouvelle-Angleterre. Et donc du coup, on a un seul podcast cette semaine et qui est consacré on est première semaine du mois, au conseil de classe. On va donner les notes. Alors, avec moi, j'ai mon coéquipier de pick and roll toutes les semaines. J'ai Axel. Salut Axel, prêt à rouler? Ouais, je suis prêt. Salut Yaya, salut à tous. Et avec nous, on l'a récupéré, c'est notre spot-up shooter. Une fois qu'on aura fait le décalage, que Axel aura roulé, il lui fera une super passe décisive parce qu'il nous attend à l'angle 0. C'est notre ami Chris. Salut Chris, bienvenue parmi nous, bienvenue parmi l'élite. Salut les gars, salut à tous et salut à toutes. Merci de m'accueillir. Je vais faire mon petit Eric Gordon, je vais me mettre dans le coin et je vais shooter dans un fauteuil, tu vois. Ah bah oui, parce que tu sais, on crée de sacrés décalages avec Axel. Et puis même, tu vois, tu vas pouvoir te cacher en défense parce que nous, on cisaille. Allez, on commence tout de suite par vous dire que The Free Agent, c'est avant tout un site internet où vous pouvez voir, vous pouvez lire tous les jours des articles sur la NBA, mais également sur la NFL, puisqu'il y a le Super Bowl ce week-end. L'équipe NFL est à fond. Également le hockey et bientôt la saison de baseball, la Major League Baseball, qui va repartir. Le spring training ne va pas tarder. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site. Encore mieux, vous pouvez aller télécharger l'appli et vous réglez les pushs et comme ça, vous avez toutes les infos, tous les scores en temps réel et vous ne manquez rien de l'actualité des sports US. The Free Agent qui est numéro 1 sur les 4 sports américains. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok avec le chef qui nous fait des lives TikTok, Instagram, Twitch, YouTube. N'hésitez pas à aller le suivre et nous suivre, nous mettre des pouces, ça nous donne de la force. Et enfin, vous pouvez également nous suivre, et vous avez l'habitude, sur les plateformes de streaming, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Deezer et également Spotify. Mettez-nous des bonnes notes, des commentaires et ça nous donne de la force et ça nous fait remonter dans les classements, dans les voilà, trucs comme ça, tout à fait, exactement. Et bien, donc du coup, vous avez préparé le carnet de notes, les gars? Eh oui, c'est ça. Le cahier est là, la règle pour taper sur les doigts des mauvais élèves et ouais. Après. Mais vous avez l'habitude, on commence par toujours les bons élèves. Allez, on commence par une équipe à Los Angeles. C'est pas la plus connue des deux équipes. Elle n'est pas habituée en haut du classement. Elle a pris la première place là en ce début de semaine. C'est les Clippers. Les Clippers qui sont sur 34 victoires, 15 défaites. De mémoire, je crois que c'est 13 victoires, 3 défaites sur le mois de janvier. Tyronn Lue, coach, ça a fait des ajustements depuis le trade de James Harden. James Harden avait demandé un peu de temps, une dizaine de matchs pour que tout se mette en marche et visiblement tout roule. Équipe qui est 3e à l'offensive rating, 13e au defensive rating, on va en parler, et 3e au total au net rating. Alors le rating, je vous rappelle ce que c'est. Si on ramène à 100 possessions en un match, combien de points il marque. Pour vous les gars, les Clippers, qu'est-ce qu'on peut en dire? Plutôt le bon élève, quoi. Oui. Quand tu es premier à l'Ouest, en général, c'est que tu fais plutôt bien le boulot. C'est un nouveau premier, en tout cas, à l'heure où on tourne, nous. Ça se bataille entre le Thunder, les Wolves et donc maintenant les Clippers qui se rajoutent. Oui, les chiffres que tu as donnés sont bons. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ils sont sur 9-1 sur les 10 derniers matchs, 4 victoires consécutives, un bilan à domicile qui est quand même très très bon, 19 victoires, 4 défaites.
Donc tous les chiffres vont dans le sens d'un bon élève. Tu as parlé de Tyronn Lue. Moi, c'est vrai que c'est tout de suite le point que je veux aborder. C'est quelqu'un qu'on a pu critiquer, qu'on a pu vanner, tailler à l'époque Cleveland en particulier, autour de LeBron. C'était LeBron qui était le coach, etc. Bon bref, on va pas refaire l'histoire. Moi, je pense qu'il faut apporter beaucoup de crédit à Tyronn Lue dans sa gestion, dans son management de ce vestiaire-là. Un vestiaire qui est rempli de superstars, qui est rempli d'ego. Et je trouve qu'il a réussi à pianoter, à trouver une alchimie qui semble convenir à tous. On avait des doutes avec l'arrivée d'Harden, tu l'as dit, là, il a demandé une dizaine de matchs. Là, on a bien évidemment plus que ce chiffre-là, et ça a toussé au début, mais maintenant, je pense que l'équipe se trouve, les joueurs sont contents de jouer ensemble, et c'est beaucoup dû à ce que Tyronn Lue a dû faire dans les vestiaires, en discutant avec un tel, etc. Donc, au-delà des chiffres, au-delà des bilans, je trouve que la façon de gérer tout ce petit groupe, ça ne doit pas être simple, et Tyronn Lue le fait très très bien. Ouais. Axel, les Clippers. Oui, je suis de toute façon assez d'accord avec ce qu'a dit Chris. Je mettrais juste l'accent sur le fait que quand même c'est bizarre, parce que quand une équipe, quand le meilleur joueur d'une équipe est sur ses deux jambes et joue bien au basket, il gagne. C'est bizarre. Ouais. Pour toi, c'est Kawhi. Là, je veux pas. Alors, j'irai peut-être pas jusqu'à aller. Parce que je commence à voir des petites propagandes de Kawhi MVP. On va se calmer, tranquille. Ouais, on descend. Ah ouais, ok. Ah oui, attends, pour que le Vosges il tweet les stats de Kawhi sur les dernières semaines. Tu sens un petit truc, une petite narrative. Bon, au-delà de ça, juste mettre en lumière le fait que Kawhi, on sait que c'est compliqué sur ces dernières années. Il joue pas. Voilà, il n'est pas là pendant un certain temps. Là, il est sur une très très bonne lancée. Et ça se traduit dans les résultats. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Ok. Moi, je voulais revenir sur Tyronn Lue. Tyronn Lue, effectivement, qui a souvent été raillé parce qu'il a il a coaché des superstars, mais c'est aussi un tacticien qui a été plutôt, comment dire, sous-estimé, parce que la finale de 2016 qui fait gagner à Cleveland, c'est aussi un ajustement tactique. Est-ce que pour toi, Axel, il est quand même sous-estimé, coach Lue? J'attends de voir en play-off. Ok. Avec cet effectif-là, parce qu'en play-off, il a déjà montré. Tu vois. Ouais, effectivement, cet effectif-là, parce que effectivement, il y a eu un ajustement après l'arrivée d'Harden, le temps que tout se mette en place. Ouais. Notamment l'utilisation de Westbrook. Ouais. Moi, c'est là-dessus que je voulais venir. En fait, le vrai truc, c'est Russell Westbrook qui prend la second unit sur ses épaules, quoi. Mais oui, après, moi, j'attends de voir par la suite. Tyronn Lue, moi, je suis sceptique, mais après, c'est moi personnellement. Okay. Mais les choses se passent bien, donc j'ai rien à dire. Je me tais, je regarde. Ok. Toi, Chris, l'ajustement qu'il nous sort, bon, c'est vrai qu'on en a. Il y avait deux personnes ici présentes qui en avaient parlé quand on avait analysé le transfert d'Harden. On avait dit oui, Westbrook, faut qu'il parte du banc. Force est de constater qu'on avait raison, mais Tyronn Lue, il a eu les corognès de le faire, quoi. Mettre un ancien MVP pour le faire partir sur le banc, c'est quand même. Oui, après. C'était sorti sur le côté, c'est Westbrook aussi qui en avait parlé, qui avait lancé le truc. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est Tyronn Lue, est-ce que c'est les deux? On s'en fiche un peu honnêtement, mais ça revient à ce que je disais en introduction, c'est-à-dire c'est sa gestion de l'humain, de l'homme, de superstar. Il n'y en a pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a 4. Donc c'est quand même assez énorme. Et je pense que ça fait partie pour ça que j'ai apporté le crédit sur lui tout à l'heure. Et je pense que c'est ce mouvement-là, non, cette modification dans le 5 et dans la stratégie de départ qui a été la clé de départ pour la réussite qu'on a aujourd'hui. Tu vois,
Ouais. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais il faut toujours une base de départ. Et je pense que, en tout cas, c'est mon avis, c'est cette décision-là de mettre Westbrook en seconde unit. Avec, alors, Westbrook, c'est vraiment le mec qu'on aime ou qu'on déteste, hein, même si il est un petit peu moins polarisant aujourd'hui, mais il le reste quand même. Et moi, perso, c'est un mec que j'adore, que j'ai toujours aimé. Mais je peux comprendre les critiques. Mais en tout cas, qu'il soit dans le 5, qu'il soit en sortie de banc, il donne toujours tout, il est toujours à fond. Et je pense que quand tu es l'équipe adverse et que tu te retrouves avec un Russell Westbrook qui sort du banc et qui va arriver avec toute sa patate et son énergie comme d'habitude, ça doit quand même être assez prise de tête. Autant prise de tête pour l'adversaire que positif pour l'équipe des Clippers qui en bénéficie comme il faut. Donc, moi, je pense que oui, cet impact-là de Westbrook et de cette modification de coaching est prépondérante dans la réussite actuelle. Après, il va falloir d'autres choses quand on va arriver dans les moments qui comptent, parce que là, comme disait Axel, on attend de voir. On est en février. C'est pas en février que ça compte, hein. Ils sont premiers à l'Ouest. On les applaudit, on dit très bien, bravo les Clippers. Ça va être au mois d'avril, au mois de mai, qu'on va voir si il va y avoir d'autres réajustements. Est-ce que les joueurs seront en santé? Kawhi, Paul George, ça reste la grande énigme. Et on sait également que la réussite ou les contre-performances des Clippers, au-delà de Tyronn Lue, au-delà de l'aspect tactique, ça sera malheureusement ou heureusement du fait de la présence ou non des joueurs. C'est comme ça. Justement, Kawhi qui est à 45 matchs aujourd'hui et Paul George qui est à 46. Est-ce que c'est pas justement le vrai plus de cette saison des Clippers? C'est pas avec Norman Powell que t'es premier de compte. Bien, hein, mais... je l'ai dit juste avant. Voilà. On l'a dit à tous les ans où on se dit oh punaise, encore une saison où il y a eu toutes ces histoires. Voilà, s'ils sont là, ça fonctionne. Donc pourvu que ça continue. Et puis comme a dit Chris, on les attend en play-off. Ok. Oui, je me permets, on avait comme moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais on avait oublié. Moi, j'avais oublié en tout cas le niveau que pouvait avoir Kawhi Leonard, parce que comme l'a dit Axel, il y a tellement eu d'années depuis Toronto où c'était blessure et plus souvent absent que présent. Là, il montre des choses assez exceptionnelles. Il y a eu des chiffres qui sont sortis là, il y a ces derniers jours. Vous les trouverez sur les réseaux, mais au-delà de ça, allez voir les lignes de stats et allez voir ce qu'il propose sur le terrain. Il a vraiment on retrouve le Kawhi, un Kawhi époque Spurs plus, ou la piche qu'il a pu faire à Toronto, dans un autre collectif, dans un autre système. Mais Kawhi, des deux côtés du terrain, ça rigole pas. Quand il est impliqué, quand il est là, moi j'avais oublié que c'était un des meilleurs joueurs de cette ligue. Et pourtant, la liste est longue. Kawhi, pour donner les stats, c'est 24,4 points. C'est 3,7 passes et 6,3 rebonds. Voilà quoi. Et mais à côté de ça, tu vois, il y en a plein qui font ces chiffres-là. Toi, on pourrait en citer 10, 15. Mais lui, si tu veux, c'est le shoot en isolation qui va te faire gagner le match, quoi. C'est un tueur. Ouais, c'est ça, avec ses grandes mains et tout. Et quand il a décidé de lock un joueur en défense, ça rigole pas, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le joueur qui polarise. On parle toujours de franchise player, mais lui, c'est vraiment le gars qui te fait gagner les matchs, quoi. Ouais. Et peut-être même plus que certains autres dans la ligue. Oui, non, mais clairement, il n'est pas là. En fait, s'il n'était pas là, les Clippers pourraient très bien être premiers de l'Ouest, parce qu'ils ont quand même un bel effectif, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en aucun cas, ils pourraient être prétendants au titre, tu vois. Ouais. C'est pas Paul George, aussi bon soit-il, ou James Harden, aussi bon soit-il, qui vont mener les Clippers au bout. C'est eux, mais sur les épaules de Kawhi Leonard. Ouais, complètement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ouais, c'est ça. Ok, d'autres choses à rajouter sur nos amis des Clippers? Non. Après, comme on dit, on va attendre voir la suite et on espère. Surtout, voilà, on n'a pas d'affinité plus que ça, mais
Voilà, on veut toutes les équipes avec les meilleurs joueurs en santé pour avoir, pour les voir vraiment lutter à armes égales. Et on espère que pour leur dernière année à la crypto.com, qu'ils fassent quelque chose d'intéressant. Ouais. Bon, Ok. moins que les Lakers quand même. Oh, t'inquiète pas, on va en parler. Tease pas trop. Bah écoute, ravi de les avoir au premier rang pour une fois. Allez, on va enchaîner avec notre équipe surprise du mois de janvier, c'est les Cleveland Cavaliers. Les Cleveland Cavaliers qui sont aujourd'hui avec un bilan de 32 victoires, 16 défaites. Ils étaient un petit peu dans le ventre mou au mois de décembre. Et là, ils ont mis un sacré coup de collier. L'offensive rating, ils sont 16e, mais c'est surtout en défense. C'est vraiment une équipe avec un vrai visage défensif. Ils ont le 2e defensive rating de la ligue avec 111 points sur 100 possessions. Ils sont venus jouer à Paris. Pour vous, les gars, est-ce que c'est la meilleure surprise est-ce que c'est vraiment une équipe surprise, finalement? Au vu du déroulé de la saison, je dirais un peu quand même, dans le sens où ils ont quand même eu 2 grosses blessures. Ouais. Enfin, grosses. Disons, si je dis pas de bêtises, donc 2 mois de blessure pour Garland et pour Mobley. Oui. Donc forcément, on pourrait se dire, bon, on les aime bien, hein, mais ça devrait végéter, on va dire, milieu de classement, voilà, le temps que ça se remette, et puis après, qu'ils reviennent. Petit à petit, et au final, on se rend compte que ils sont extrêmement bons. En fait, ça me fait penser un peu aux Sixers quand il y avait Doc, quand il y avait plein de blessés et qu'ils gagnaient des matchs avec 3 bouts de bois et un. Voilà, il y a un peu plus que ça, effectivement, mais. Ouais, enfin, 3 bouts de bois, dans ton bout de bois, t'as quand même Donovan Mitchell qui aujourd'hui. Ouais, mais c'est du bois noble. Voilà, c'est un pour faire un beau buffet, tu vois. Le bois. Non, mais après, j'exagère un peu, mais. Non, c'est pas ton genre. Mais quand même, tu te rends compte que genre il y a pas mal de joueurs actuellement qui sont des joueurs honorables, mais pas des grands joueurs, et qu'ils apportent, je pense à Merrill, George Niang, enfin des joueurs, c'est des joueurs de complément, et bah avec ça, tu arrives à faire marcher le truc. Donc, Après, je sais pas si vous connaissez ma théorie, le basket, c'est un franchise player, une star, voire 2 stars, et après des role players, et c'est les role players, puisque les stars, en fait, ils amènent, ou les superstars, amènent toujours leur quota, en fait. Et c'est toujours un joueur role player qui va surperformer sur un match et qu'on n'attendait pas, quoi, et qui va permettre justement de prendre l'ascendant sur les autres, notamment sur des séries. Donc c'est pas si déconnant que ça, en fait, d'avoir ça du côté de Cleveland. Après, si je reprends ton schéma, la star, c'est Jarrett Allen, quoi. Non, c'est un role player, mais quand tu as Donovan Mitchell. C'est le. C'est quoi la superstar? C'est Mitchell. Tu as dit, ouais. Superstar. La star, du coup, c'est Jarrett Allen, et les role players, tout ce qui est autour. Non, enfin, même s'il il revient, mais c'est Garland. Oui. Mais en plus, le pire, ce qui est le plus drôle, c'est que genre quand l'effectif est au complet, j'ai plus de questions. Enfin, dans le sens où, par exemple, la complémentarité entre le bac court et puis entre Mobley et Allen, j'ai des interrogations encore maintenant. Mais ça fonctionne. Donc, moi, j'ai l'impression que ça marche surtout d'un côté du terrain, la défense. La complémentarité est un peu basée sur le talent de Donovan Mitchell. Ouais, mais ça, est-ce que ça a jamais été un gage de certitude depuis que Donovan Mitchell est en NBA? Ah, mais on est d'accord. On est d'accord. Ils sont 2e. Arrêtons. Ils sont 2e en février. Oui. Non, mais voilà. Là, ils sont. Oui, bien sûr. Et après, ils sont sur une belle dynamique. On n'est pas en train de dire que c'est une équipe, elle est à la place qu'elle doit être, mais elle est aussi à sa place parce que il y a d'autres équipes qui sous-performent.
Milwaukee, il y a tout le speech autour de Griffin, de l'arrivée de Doc Rivers, vous en avez parlé, il y a eu des articles, bon bref, vous connaissez si vous nous écoutez ce qui se passe à Milwaukee. Les Sixers, ça dégringole parce que Joel Embiid n'est pas là et c'est bien normal que les Sixers descendent. Donc il y a un côté vaste communicant, quand il y a des équipes qui descendent, il y en a d'autres qui montent. Donc Cleveland profite de cette situation et ils ont bien raison de le faire et on ne leur enlève pas ce crédit-là. Mais moi, qu'il soit deuxième ou cinquième, ça ne change pas mon état d'esprit sur cette équipe-là et je me pose vraiment des questions sur qu'est-ce qui peut leur faire passer le stade où tu es à une équipe un peu poil à gratter en demi-finale de conférence à une équipe où tu te dis le minimum c'est la finale de conf à l'Est, tu vois. Moi là, à l'heure actuelle, je vois pas ce qui peut leur faire passer ce step-là. Pour moi, ça reste toujours une équipe poil à gratter. Allez, vous pouvez faire un poil à gratter plus, mais pour moi, ça reste une équipe poil à gratter avec un bon collectif, de bons joueurs, une superstar, mais une superstar qui a jamais rien prouvé au très très haut niveau de playoff, malheureusement. Moi, j'ai une vraie interrogation sur Donovan Mitchell. Oui, c'est un formidable attaquant, mais c'est un peu que ça, quoi. Oui, enfin, au moment de pouvoir gagner les titres, sa défense, et c'est pas sa faute. Notamment, sa taille est un vrai problème sur le poste qu'il occupe. Pour moi, le fait que derrière, tu es obligé d'avoir un meneur de grande taille pour pouvoir le cacher, quoi. Et t'es obligé de ralentir le rythme. Alors oui, il va scorer des points, mais il va t'en coûter et surtout, il va exploser tes grands, puisqu'ils vont être obligés de toujours venir en aide sur lui, quoi. Et notamment Jarrett Allen, qui va être obligé qui est un très bon joueur pour venir en aide défensive. Mais au bout d'un moment, il va en avoir marre. Il va en avoir marre de toujours venir en aide et de se faire engueuler parce qu'il n'y a pas les rotations comme il faut sur ses joueurs, quoi. Ouais, après, c'est pas que de son fait oui et non, parce que oui, alors les attributs physiques, il a ce qu'il a et ce que la nature lui a offert, et c'est ainsi, mais à côté de ça, quand tu es peut-être un peu plus limité parce que tu es moins grand, parce que tu es moins costaud, même s'il est quand même, c'est un petit bully quand même, tu vois, Mitchell, mais tu es un peu plus fourbe, tu trouves une autre manière de défendre plus intelligemment dans tes placements, dans le côté... je sais pas, intercepteur, aller gratter, être un petit peu plus sauvage sur le porteur du ballon en face. Tu vois, tu peux toujours trouver des solutions. Et Donovan Mitchell... il en fait des interceptions, mais oui, il est presque à 2 interceptions par match, mais c'est sur l'homme, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, mais... À 30 points par match, je sais pas, il t'en a combien qui mettent autant de points de lui qui font ça, hein. Non, mais... mais moi je trouve je préfère qu'ils mettent moins de points, tu vois, et qu'ils soient quand même qu'il soit un peu, en fait, qu'il y ait moins de delta de différence entre ce qu'il peut produire en attaque et le peu qu'il produit en défense. Et arrête de mettre 30 points, mets-en 24, mais sois un peu plus agressif en défense et ça permettra à toute l'équipe de ne pas te faire directement trouer sur ta première ligne. On sait que la défense, ça commence par la pointe, et si ta pointe, elle défend pas ou défend peu, c'est pas celui qui défend le moins de la NBA, mais il défend pas de dingue. Après, je suis d'accord avec toi, mais parce que surtout, Yaya l'a dit, tu dois compenser en mettant à côté de lui un mec qui est grand. Darius Garland. Oui. Et encore, là, je suis en train de le défendre, alors que je suis pas le plus grand fan de Donovan Mitchell. En plus, le Cleveland, en plus, moi, ce que je comprends pas trop, au-delà du bas court, c'est Allen et Mobley, parce que je comprends. Au bout d'un moment, ça va bloquer, je pense, dans le sens où là, tu as 4 gros contrats. Là, ils ne peuvent plus rien faire, hein. À part ramener des roleplays, des mouvements mineurs, ils ne peuvent plus rien faire. Donc, si on part dans le principe que tu disais, Chris, dans le sens où c'est une bonne équipe, c'est un poil à gratter, mais ça ne passera pas un step, tant qu'ils ne traderont pas un des 4, ils vont rester là. Au mieux. Je suis d'accord avec ça, ouais. Ou alors trouver... Non, j'allais dire trouver un mec à côté, mais je pense pas. Non, t'as raison. Je pense il faudra bouger quelqu'un, mais... Alors, c'est qui que vous tradez, vous? Moi, c'est Mitchell.
Personne. Moi, c'est Mitchell. Je pense que c'est lui qui est arrivé c'est quand même lui qui est arrivé d'une autre équipe. Moi, je trouve que Garland, on peut critiquer tout ça, ok. Mais la base, Allen, j'aime beaucoup. Mobley, Allen, j'ai des questions, mais dans l'ensemble, moi, je trouve ça plutôt intéressant. Mitchell, il est bien en saison régulière. C'est un très bon joueur, un All-Star, tout ce que vous voulez. Mais je pense pas que c'est avec Mitchell que tu vas viser et que tu vas permettre à Cleveland de retrouver des finales NBA. Tu vois. Pas en première option, en tout cas. Pas en option, pas du tout. Aucune option. Mitchell, Mitchell va à New York, va au Knicks, tu vois, tu vas faire chauffer le Madison. Je reviens sur ce que j'ai dit. Alors, c'était un de mes tout premiers podcasts pour The Free Agent. Mon tout premier, il était avec toi et avec Cédric, mais mon deuxième, c'était justement sur le trade de Mitchell à Cleveland, et alors qu'il était annoncé à New York, et j'avais dit une chose, les meilleurs trades sont des fois ceux que l'on ne fait pas. Tout à fait. Et Jalen Brunson venait juste de signer, et si Jalen Brunson n'avait pas signé, oui, il fallait le faire, mais tu peux pas mettre et Brunson et Mitchell ensemble. Bien sûr, non, mais c'était pour la boutade, pour chauffer le chef, et ça a marché comme à chaque fois. Ouais, et juste une chose, je pense que une des possibilités pour Cleveland, c'est que Donovan Mitchell se transforme en meneur et pas sur un poste de meneur, et tu prends un 2 beaucoup plus défensif. Je pense qu'il leur faut une star sur l'aile, mais du coup, il faut trader un des deux. Ouais. Quoi. C'est pour ça que Garland, tu vois, si tu veux garder Mitchell, et il y a quand même beaucoup de rumeurs sur lui, comme quoi il serait partant pour partir. Hein. Ah bah Mitchell, si ça ne matche pas trop cette année, c'est beaucoup ressorti qu'il irait peut-être voir ailleurs. Ou en tout cas, qu'il serait moins impliqué dans le... Oui, mais après qui, quoi, comment, oui, c'est sûr. Mais... Ouais, c'est surtout, enfin après, on lui demandera pas son avis, mais qui voudra de lui surtout, parce que tu vois, c'est bien beau de vouloir faire partir un joueur, mais il faut qu'il y ait une équipe qui veuille le prendre. Et aujourd'hui, quelle équipe a besoin d'un Donovan Mitchell, à part des équipes du fond de la NBA qui veulent un contrat. Et vous faites passer pour quoi là? Et voilà, je l'aime pas, mais. Mais non, mais. Ouais, faut qu'il aille aux Spurs. Il va jamais rien gagner. Malheureusement, je crois que sa cote, malgré le fait qu'il score et machin, je pense que sa cote a un peu dégringolé. Déjà, elle avait dégringolé à Utah. Mais il va se traîner le boulet Utah, je pense. Malheureusement, j'avais pas avis entre guillemets, tu vois. Mais et il paye le boulet du premier tour l'an passé. Alors, il n'est pas le seul responsable. Il y a un coach aussi qui est un peu responsable, parce qu'il s'est fait out-coacher par Thibodeau, et ça, c'est quand même une performance en playoff. J'adore Thibodeau, hein, mais c'est pas le plus grand pour faire des ajustements. Et là, Bickerstaff, qui fait un excellent boulot avec Cleveland, il n'avait pas su s'ajuster. Et je pense que, tu vois, cette année, si ça passe pas de tour de playoff, ça risque de faire vilain du côté de l'Ohio. Mais après, on est peut-être dur, mais c'est parce que on est dur avec Mitchell, parce qu'on pense que il peut faire tellement mieux, tellement plus. Enfin, je sais pas, Chris. Si, je suis d'accord. Je pense qu'il peut faire mieux, c'est dans l'implication. Mais après, c'est un super joueur, tout ça. Il a un talent incroyable. On n'est pas en train de dire que c'est une pipe. Hein. Mais si tu veux aller plus haut, il faut aussi s'impliquer davantage et montrer que tu peux élever ton niveau pour toi et pour ton équipe. Et pour l'instant, c'est que d'un côté du terrain. Ouais. Et quand on voit que quand il est arrivé à Paris, juste avant le match, il a dit allez, j'en plante 40, il en met 50. Oui, son talent est indéniable là-dessus. Mais bon, si les carrières se reposaient que sur le talent... C'est ça. C'est ça. D'autres choses à dire sur les Cavaliers, Axel? Ils sont deuxième de conf, c'est très bien. C'est bien, oui, c'est bien de préciser. Et encore une fois, même si je le porte pas dans mon cœur, je vous trouve très dur avec Donovan Mitchell. Mais l'avenir nous. Mais
qui aime bien châtie bien, encore une fois. C'est parce qu'on Ouais, mais là, on pense qu'il peut on faire de plus. fou, hein. Mais ok, on va pas épiloguer. De toute façon, on a dit tout ce qu'on avait à dire, je pense. Ok, allez. Autre équipe où on commence à tirer les oreilles. Aïe. On n'est pas loin de mettre au fond de la classe. Ouais, c'est les Lakers. L'autre équipe de Los Angeles, et ça fait bizarre de dire ça, c'est la deuxième équipe, qui sont sur un bilan de presque équilibré, donc de 27 victoires, 25 défaites, qu'on attend très actif au moment de la trade deadline, mais rien n'arrive. Ils sont sur le mois de janvier sur 7 victoires pour 8 défaites. Un 20e à l'offensive rating, 15e au defensive rating, ils sont 19e au net rating. Les gars, les Lakers, le dossier Lakers, on ouvre le dossier Lakers. Alors qu'est-ce que vous avez à dire? On va commencer par toi, Axel, on ira après voir Chris. Axel, les Lakers. Bon, les Lakers, c'est fatigant parce que de toute façon, c'est toujours la même rengaine. Je sais pas, moi. Parce que là, du coup, normalement, Dilo devrait partir. Ah, mais il faut peut-être se dépêcher. Bah, ça va se faire demain. Ou si ça tombe, là, c'est déjà tombé. Là, on n'est pas en train de regarder. Ouais. Parce que, bon, là, tu veux faire du mouvement, mais en soi, t'as pas des assets. C'est pas foufou, quoi. Enfin, ouais, t'as Dilo qui a un gros contrat, donc en soi, tu peux te débrouiller, mais de toute façon, tant que tu seras dans l'ère, entre guillemets, LeBron AD, tu pourras pas révolutionner ton effectif. Donc, moi, je sais pas, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Là, comme ça, je te dirais, bah, je sais pas, il n'y a pas de coach. Alors, le coach, il est là juste pour conduire le bus. Bah, je sais pas, enfin, t'as quand même, je sais pas, moi, cet effectif, c'est une anomalie qu'il soit aussi bas, en vrai de vrai. Enfin, je sais pas. Ok. Après, l'Ouest, c'est la jungle, comme on dit. Donc, il y a énormément de grosses équipes. Donc, Ouais. Oui, une série et t'es vite revenu une business. Ok. Chris, les Lakers. Tellement de choses. Vas-y. Ce qui est sûr, c'est ton équipe. Un petit peu. En tout cas, s'il y en a une que je suis plus que les autres, c'est peut-être les Lakers. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'observateurs, on les attendait pas là, à un peu plus de la mi-saison, 9e, à se batailler avec le Jazz, avec les Pelicans, avec Dallas, les Warriors un peu en dessous, mais on les voyait pas là, on les voyait peut-être pas non plus dans le top 3, mais on les voyait plus à la place peut-être des équipes comme Sacramento, 5, Phoenix, 6, dans ce range-là. Donc déjà, il y a une première déception de base quand on regarde le classement de façon très brute avec les chiffres que tu as donnés. Après, je rejoins Axel. Coach, Darvin Ham, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne connaît pas le projet. Tout à l'heure, on parlait de Tyronn Lue, tu as parlé un petit peu de Bickerstaff. Là, Darvin Ham, on ne sait pas pourquoi il est encore là. Voilà, on se pose des questions. Il n'y a pas d'impact particulier dans ce qu'il propose. Il n'y a pas de réel ajustement des choses vraiment. On se dit ah ouais tiens ça c'est une bonne idée. Il a apporté quelque chose de vraiment positif. Bon, il n'y a pas grand chose. On se pose des questions. L'effectif. Axel en a parlé. Je te rejoins un petit peu sur le côté tant qu'il y aura le projet Davis James, ça va être compliqué autour. Oui et non. Oui sur l'heure actuelle. Après non, ils ont quand même montré, c'était dans un contexte très particulier, l'époque de la bulle Orlando, qu'ils pouvaient, avec ces deux joueurs-là, aller jusqu'au bout. Ils l'ont fait. Après, ceux qui trouvent que ce titre-là est un titre avec une astérix, ils ont bien le droit de le penser, mais ils ont montré qu'ils pouvaient le faire. Ils ont aussi montré l'année dernière en play-off qu'avec un effectif remanié et intéressant qui avait été bien travaillé par Pelinka à la trade deadline, ils avaient été très intéressants en play-off. Ils avaient été en finale de conférence, si je ne m'abuse. Ça avait été balayé par Denver, mais si vous vous en souvenez, sweep avec, entre guillemets, quand même des matchs serrés. C'était pas des purges à chaque fois. Donc, il y a sweep et sweep. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du potentiel. Et là, on en arrive à une saison assez dommageable. Et moi, ce qui me gêne surtout,
c'est le manque d'implication dans l'effort. On sait que la NBA, c'est un marathon, c'est 82 matchs, et on ne peut pas être à 120% tous les soirs. Mais quand on regarde les derniers matchs des Lakers, ils gagnent à Boston. Il n'y avait pas LeBron, il n'y avait pas Eddie. Ils gagnent à Boston, équipe qui était invaincue depuis 6 ans à domicile. Tu vois. Ils arrivent à gagner à OKC, équipe qui, depuis le début de la saison, se bataille pour la première, deuxième place. Et à côté de ça, tu perds à Houston. Tu perds à Atlanta. Tu vois, c'est quand même pas... Et en fait, c'est le manque d'implication, le manque d'effort collectif sur la durée d'un match à l'autre. Tu sais pas quelle équipe tu vas avoir, tu sais pas quel visage tu vas avoir. C'est ça qui me gêne le plus. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de permanence dans l'effort. Et donc, moi, quand je me dis ça, je me dis que cette équipe peut aller nulle part. Malheureusement, ça peut pas. Alors, ok, ils vont peut-être, comme tu dis, sur un run, peut-être gagner une place ou deux si une équipe se casse un peu la gueule. Mais bon, j'ai envie de vous dire, vu l'Ouest, ça va être compliqué, mais sait-on jamais. Mais pour aller faire quoi, tu vois? Si en play-off, on va dire ouais, mais affronter les Browns en play-off, c'est jamais simple. Oui, c'est jamais simple. Mais si les Lakers s'y montrent ce qu'ils ont montré sur une série de 4, 5, 6 matchs, ils ne passeront pas. Parce que ils sont inconstants. C'est une équipe inconstante. Et une équipe inconstante ne peut pas ambitionner de grandes choses. Je rebondis sur ce que tu parles d'inconstance. Je rebondis. Est-ce que le meilleur exemple, c'est pas Austin Reeves? Mais totalement. C'est l'exemple. Même Russell, hein, depuis que Russell il est dans les rumeurs de trade depuis 15 jours, il n'a jamais été aussi bon. Hein. Et Reeves, c'est pareil. Reeves, alors après, Reeves, il a le truc il a percé l'année dernière, il a cartonné. Ouais. C'est qu'en NBA, les équipes s'ajustent très très vite sur les mecs un peu darling qui explosent. Mais après, à Reeves de faire des efforts aussi. On parlait de défense tout à l'heure avec Mitchell. Alors, si on critique la défense de Donovan Mitchell, je ne sais même pas si on peut appliquer le mot défense dans la même phrase qu'avec Austin Reeves, tu vois. Surtout que leur spécialiste défensif, c'est Vanderbilt, et puis il est sur le flanc. Il n'était pas là en début de saison, on l'a bien vu, il est revenu, il est à nouveau pas là. C'est compliqué, on sait quand c'est pas LeBron qui va aller être un monstre défensif. Anthony Davis fait de très bonnes choses, mais dans son secteur, il ne peut pas non plus couvrir tout le terrain. Ouais. Et là, tout à l'heure, je vous disais, pour les Cavs, il faut une pointe de défense. La défense commence par la pointe, par les deux arrières, et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc, à côté de ça, on ne peut pas demander à Anthony Davis de défendre pour toute l'équipe, tu vois. Et puis, en plus, il y a des joueurs qui n'ont pas joué de la saison. Je pense à Gabe Vincent, à Christian Woods. Ils n'ont pas assez joué, ces gars-là. Cam Reddish, il est perdu pour le basket, on dirait. Il va bientôt signer en Chine, je pense. C'est compliqué, quoi. En termes de... Le truc, c'est que, comment dire, ce que je trouve encore un peu étrange, après, c'est des rumeurs, mais j'ai vu passer récemment que les Lakers n'étaient pas prêts à trade Reeves. Ouais. Moi, je suis les Lakers. Il n'y a pas un seul mec à part AD et LeBron qui est intouchable. Tu peux pas te permettre. Austin Reeves, c'est qui? De toute façon, tu es bloqué avec LeBron et AD. Tu sais, ta base, sur le papier, elle est solide. Oui. Tu fais tout ce que tu peux pour... Alors, je sais pas quelle valeur arrive dans la ligue. Mais moi, n'importe qui part. Hein. N'importe qui. Ça marche pas de toute façon. Enfin, Après, faut toujours penser que les Lakers, c'est une franchise, mais c'est pas que. C'est une image, c'est un business. C'est le côté... il faut mettre des étoiles. Et Austin Reeves, il apporte ça aussi. C'est un mec, un petit jeune, pas déconnant sur le terrain, qui vend des maillots, qui est beau gosse, il apporte ce côté rêve très californien, très Los Angeles, tu vois. Il fait plus rêver que Vanderbilt. Il te fait rêver, toi, Austin Reeves? Pardon. Non, mais je dis pas qu'il me fait rêver, mais si tu vois à l'échelle du management des Lakers, tu sais, dans le côté vente de maillots, marketing, tout ça, je te dis pas que c'est une bonne chose. Je te dis pas que tu construis des titres et tout ça sur ça.
mais ça fait partie du jeu de la NBA et peut-être encore plus à Los Angeles qu'ailleurs, tu vois. Donc, mais après, je te rejoins. Pour moi, il devrait pas être intransférable, tu vois. Mais ça a l'air d'être comme ça. Après, on n'est pas à l'abri d'eux, mais la façon dont tu en parles, Chris, de Austin Reeves, on aurait dit Luke Walton dans les années 2000. Ouais, bah après vous mettez les comparaisons que vous voulez, mais non, mais voilà, moi je pense que ça joue, tu vois, dans l'image, dans le marketing, tu as des mecs comme ça, je te dis pas que c'est ça qui fait que, mais ça doit rentrer dans la prise de décision, toi. Toi, t'es le front office, t'es Pelinka. Darvin Ham, t'en fais quoi? Tu coupes ou tu vas jusqu'à la fin de la saison? Non, moi je pense qu'il faut, mais tu lui dis de s'en aller, tu vois, mais après c'est pas en aller prendre un autre coach que tu vas changer les choses, hein. Après, il va falloir trouver des ajustements. Pelinka l'a fait l'année dernière, il a réussi à trouver des petits ajustements qui ont marché. Est-ce qu'il va réussir à refaire le coup cette année? Ça paraît un peu plus compliqué par rapport à tout ce que disait Axel. L'équipe n'est pas non plus incroyable. Ouais, Russell, mais bon, quelle équipe va aussi vouloir d'un Russell? C'est compliqué. Qu'est-ce que tu apportes en face? Faut pas que les Lakers soient trop gourmands. Mais oui, Darvin Ham, ça part, mais dans un processus plus global de modification. Essayer de refaire le coup de l'année dernière. J'y crois pas trop. Mais qu'est-ce que tu peux espérer de plus pour Los Angeles? Ok, je suis assez d'accord. Bon, on peut mieux faire? Ah bah oui. On attend à ce qu'il se réveille. Moi, j'avais juste une question pour toi, Yannick. Qu'est-ce que tu en penses de LeBron James qui porte une serviette des Knicks sur ses épaules? C'est mon plus grand regret de toute l'histoire. C'est le plus gros what if. C'est si le proprio Dolan avait accordé tout ce qu'il voulait à LeBron en 2010 pour qu'il vienne et qu'il aille pas du côté de Miami, et que au lieu que ce soit à Miami, ce soit à New York. Voilà. On sait aujourd'hui, c'est documenté, que LeBron il voulait New York et qu'il aurait ramené Bosh et Wade avec lui. Et voilà, et ça s'est pas fait. Mais je suis sûr que je pense que lui aussi il regrette dans sa carrière de ne pas avoir joué au Madison Square Garden, et le Madison Square Garden, quand ça tourne, c'est énorme. Et aujourd'hui, il n'a pas sa place dans l'effectif. C'est bizarre de dire ça, hein, qu'il n'a pas sa place dans l'effectif, mais c'est qu'aujourd'hui, il ne fitterait pas avec l'état d'esprit des Knicks d'aujourd'hui. Oui, après, de toute façon, je pense que si tu fais arriver LeBron dans n'importe quelle équipe, que ce soit New York ou ailleurs, tu fais péter tout l'effectif autour, parce qu'il va falloir apporter quelques assets pour faire venir pour un transfert, tu vois. Ouais, complètement. Et bon, après, peut-être en fin de carrière, en free agent. Avec son fils, tu vois. Vous draftez son fils et YOLO, tu vois. Ouais. Non, ouais. non. Thibodeau, il va faire jouer LeBron 45 minutes à 50 ans. Mais non, c'est LeBron James, entraîneur-joueur. Ah ouais, encore mieux, punaise. Ça n'a pas toujours été que de la réussite dans l'histoire de l'NBA, hein, les entraîneurs-joueurs. Il y a eu il y a très longtemps. Oui, bon, on n'était pas nés. Hein. Non. Enfin, surtout moi d'ailleurs. Mais... Cédric nous en parlerait mieux, lui qui connaît l'histoire de Boston comme ça. Bon, bref, voilà. Ouais. Ok. Bah écoute, les Lakers, hein, on espère ne plus les revoir ici, ou alors qu'ils remontent un petit peu et que ce soit les bonnes surprises. On enchaîne avec notre dernière équipe, notre cancre. C'est une équipe qui a un bilan positif, 22-21. C'est les Miami Heat. Alors les Miami Heat, ils ont quand même eu une série de 7 défaites consécutives dans le mois de janvier. C'est pour ça qu'on les met en cancre. Il y a eu un trade de Terry Rozier qui est arrivé contre Kyle Lowry. Pour vous, les gars, est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme du côté de Miami? Je me permets de te couper juste, Axel et Yannick. Le bilan, c'est 27-24 pour Miami. Oui, 27-24, oui, c'est que j'écris très mal, c'est pour ça. Bref, voilà, c'était juste pour remettre le chiffre
faut pas fâcher la fanbase des Floridiens. Ah oui, mais de toute façon, ils sont à la plage, alors bon. C'est vrai, c'est vrai. Ils arrivent que pour le 4e quart-temps, donc on sait bien. Quand ils partent pas avant. Ouais, c'est ça. On libre, quoi. Bon, bref, voilà, c'est bon. Juste la partie est posée. Oui, je voulais que je vous donne l'offensive rating. Ils sont 23e, ils sont à 113,8. En defensive rating, ils sont à 114,3, ils sont 10e et ils sont en net rating, donc négatif de 0,6. Ils sont 18e dans la ligue et ils sont 27e en termes de rythme. Les gars, le hit, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que on a besoin un dernier ajustement ou est-ce que comme d'hab, ils vont monter en puissance et puis ceux qui vont les affronter en play-in, play-off vont commencer déjà à trembler un petit peu? Axel, vas-y, commence, lance-toi comme un frelon. En fait, j'hésite parce que d'un côté, j'ai envie de les dézinguer parce que j'en peux plus. Là, ça fait combien de temps? Ça va pas bouger. Mais d'un autre côté, je suis un peu résigné en mode ils vont être moyens toute la régulière et en play-off, ils vont être ultra chiants. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie d'être plutôt du côté où je me dis, au bout d'un moment, ils vont quand même payer leur inaction. Enfin, je veux dire, alors là, ils ont ramené Rosier, effectivement. Et bon, ils ont tradé comment dire, l'asset le plus boulet qu'ils avaient. Pour être gentil. Papylori. Je trouve qu'ils sont quand même bien tirés, parce que Rosier, franchement, bien rondement mené ce trade. C'est pas trailé, hein. Tu sais que lui, c'est comme Danny Hedge, hein. Tu lui serres la main, tu recomptes tes doigts et t'es tour de draft. Non, mais enfin voilà, il s'est bien débrouillé sur ce coup-là. Et mais d'un autre côté, je vois pas, je sais pas. Moi, ça m'inspire pas grand-chose en fait. Enfin, Butler toute la saison, il est en catimini, il fait, je sais pas. Je sais pas comment analyser la chose parce qu'effectivement, là, ils sont dans une série négative. Ouais. Mais here we go again, quoi. Ouais. Juste une petite chose, on peut souligner une chose pour montrer à quel point le front office est quand même soucieux de tous ses joueurs et son staff. Ils ont attendu que le divorce de Eric Spoelstra soit prononcé pour annoncer la prolongation du contrat, pour pas que sa femme prenne la moitié du contrat. Dis donc, la petite info people qui sort comme ça, là. Ah ouais. Je sais pas qu'on était chez Closer maintenant, dis donc. Oui. Oui, ils sont coutumiers du fait, ils avaient fait la même chose pour Dwayne Wade. C'est quoi tes sources, Yannick, pour savoir ça? ESPN. Ah ouais? Oui. Tu m'aurais dit The Athletic, je te croyais pas, j'aurais coupé tout de suite, mais... Okay, non, c'est ESPN. Très bien. Ils vont faire des fonds de caniveau aussi. C'était pour la blague. Oui. Mais après, on sait que le Heat, c'est toute une organisation. C'est le côté parrain, comme tu disais aussi. Hein. Il y a ce côté-là, avec le bon et les mauvais côtés. Moi, je rejoins Axel, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai plus de doutes sur le côté. Parce que la rengaine de Miami, c'est un diesel par excellence. La saison régulière, ils s'en contrefichent un peu. Il faut juste être placé à la fin. Et après, on va montrer ce qu'on sait faire et on va vraiment s'impliquer en play-in, play-off. Ils l'ont montré, donc ça, on ne peut pas, pareil, leur enlever. J'ai envie de dire qu'au bout d'un moment, ça peut marcher une fois, 2 fois, mais ça n'a pas marché tous les ans. J'entends aussi l'argument Butler, la saison régulière, ça ne l'intéresse pas. Et lui, c'est vrai que c'est vraiment l'adrénaline des playoffs qui le transcende. Certes, il l'a lui aussi montré, très très bien montré. Mais bon, faut, au bout d'un moment, à trop jouer avec le feu et à trop te dire, bon, on va attendre le dernier moment du dernier moment pour commencer à se mettre dedans, ça risque, il y a une fois, ça va péter. Il y a une fois où ça va être trop tard parce que d'autres équipes seront mieux organisées en face, parce que ton tirage sera moins bon aussi, peut-être, tu vois, sur le face-à-face. J'y crois pas trop. Après, à côté de ça, tu as encore du Spoelstra qui arrive à te sortir des mecs, Rémi Raquez. Le gars, tu vois, c'est
Tu sais pas d'où il sort encore. C'est un énième exemple d'un mec que personne ne connaissait il y a un an et demi de ça, à part les mecs qui suivent le basket sur des forums ou des sites un peu cachés, tu vois, mais un peu troubles. Mais non, voilà, ils arrivent encore à sortir des mecs comme ça. On a vu que ce mec-là, quand il n'était pas là, Miami, ils avaient plus de mal. Hein. Donc, encore une fois, on ne sait pas trop ce qu'il en est. C'est très difficile de les juger, même si, voilà, moi, je me dis que cette année, je ne les vois pas réussir encore à vaincre des grosses équipes, là, comme celles qu'on a pu parler en début de podcast, ou Ouais. des équipes armées, tu vois, des mecs comme... ils vont pas refaire un coup à la Boston l'année dernière où ils arrivent à les pousser jusqu'au match 7, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je pense que effectivement, ça va dépendre vachement du match-up et que de toute façon, coach Spo, il est capable de matrixer n'importe quel coach en face. Il va l'embrouiller, il va trouver les embrouilles qui vont faire du mal. Je reste confiant moi pour le Heat parce qu'ils ont deux joueurs qui sont quand même deux All-Stars qui sont quand même plutôt très très forts. C'est Butler et Bam Adebayo. Bam Adebayo qui, malgré tout, dans le système Spoelstra, est mis en avant et une sorte de plaque tournante. Et je pense que une fois que les playoffs vont arriver, avec le ralentissement du rythme, je pense que le Heat basketball refera du bien, mais il faut pas non plus, attention, faut pas non plus continuer à glisser parce qu'il faut quand même éviter d'avoir le play-in parce que t'es jamais à l'abri et se qualifier en tant que 5-6, voire un peu plus haut, pour moi serait quand même plutôt Préférable. mieux vu pour le hit quoi. Ou un play-in où, tu sais, t'es dans le bon wagon du play-in, t'es dans les 2 premiers du play-in, c'est où tu as la Ouais, 6 ou possibilité. 7. T'as une cartouche joker, tu vois. Ouais. Faut pas que tu sois 9 ou 10, tu vois. Ah oui, oui, mais ils sont capables de sortir du play-in malgré tout, hein. Oui, bien sûr. Parce que c'est une équipe à embrouille, quoi. Hmm. C'est quelque chose, c'est. Ouais, mais après, je sais pas, moi je serais fan de cette équipe-là. J'en aurais marre, en fait, de me dire, je vais me ennuyer pendant les 2 tiers de la saison régulière. Tu vois, où ils sont capables de faire des coups, mais à côté de ça, Butler, il n'est pas là un match sur 3. T'as besoin d'un rookie comme Rémi Raquez pour des fois te tenir. Ouais. Alors, ouais, mais moi, ça me prendrait la tête en tant que supporter, en tant que fan de cette équipe-là, même si derrière j'ai la carotte de me dire ouais bon en playoff ils vont se mettre en route et ils vont encore faire des dingueries. Au bout d'un moment ça a se tirer les cheveux, tu vois. Même je pense que Spoelstra et tout, c'est pas l'idéal, tu vois. Je pense que lui, si on lui propose une saison régulière un peu plus sereine en termes d'effectifs, en termes de travail sur le long terme, et de pas arriver un peu en loose day à la fin, je pense qu'il signe aussi, tu vois. Moi c'est au bout d'un moment, c'est un peu, je trouve un peu fatigant cette façon-là de faire. Après, si cette année encore ils nous font des trucs incroyables, bon je remettrai ma langue dans ma poche, tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, il me fatigue plus qu'autre chose. Ouais, je comprends. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même un effectif qui est surtout ce qui est frustrant, c'est qu'ils ont un effectif quand même qui est plutôt cohérent. T'as Bam qui a plus de 20 points, t'as Butler et Tyler Hero, t'as Thierry Rozier qui vient d'arriver, t'as parlé de Rami Raquez Junior, t'as Duncan Robinson qui peut sortir du banc, qui peut t'apporter des choses, t'as Caleb Martin, voilà, t'as toujours le bon vieux soutier qui est Kevin Love. Voilà. Highsmith. Ouais. Orlando Robinson. Nikola Jovic. Ouais, je vais pas faire tout l'effectif. Tout le monde connaît ces gens, voyons. Ben, Highsmith, il nous a sorti des trucs en playoff l'année dernière, quoi. Ouais, c'est ça le pire. Et j'ajouterais par rapport à Adebayo,
Je sais pas si en playoff, parce que déjà, j'ai pas l'impression qu'il ait laissé un grand souvenir en playoff. Et là, il va pas avoir un meneur gestionnaire. Je suis curieux de voir en playoff ce que ça va donner parce que alors Terry Rozier, il a beaucoup de qualité, hein, mais faudra passer le ballon, mon copain. Ouais, Même Guerrero, hein, c'est pareil. Hein, Ouais, mais je pense que tu vois, tu passes pas le ballon à Jimmy Butler. Je pense que ta tête, elle finit au fond du vestiaire, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, là, je te parle par rapport à Bam, parce que Bam, c'est censé être ton deuxième meilleur joueur. Ouais. Ou 2 bis, allez, si tu veux. Mais pour moi, Bam, c'est ta plaque tournante. En fait, c'est ton meneur de jeu depuis l'intérieur. Bah, dans ce cas. En fait, c'est pour ça que moi, j'ai un petit souci par rapport. Tu sais, depuis que Hero, c'est plus le 6e homme par excellence. Ouais. Il y a un peu je sais pas. C'est un peu. Bah, du coup, c'est Duncan Robinson, le 6e homme. Quel enfer. Ouais, mais je suis pas. Enfin, dans un rôle de shooter, moi, qui est capable de prendre feu, moi, je trouve que c'est Ouais, c'est mais un capable. shooter, pas ton Mais 6e homme. Ton 6e homme, il doit savoir scorer. Bah, Tyler Hero. Si je dois prendre un profil. bah, comment attends, Duncan Robinson, il t'apporte ses 12 Oui, non, points bah, pas que ça et rentre. 13 points. 13 points en sortie de banc, voilà. Mais je suis pas sûr qu'en mettant 4 mecs sur le terrain en même temps, qui sont à. Bah, après Rosière, évidemment, là, sa production, elle va baisser, forcément, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un peu. Mais bon, après, je ne vais pas remettre en cause Spoelstra, c'est ce qu'il fait. Hein. Je suis sûr qu'en playoff, il trouvera un moyen de. Oui. S'il s'en sort bien, il va trouver un moyen de faire fonctionner Bah, tout ça. Hein. C'est bah, juste que là, dans l'idée, je en, pose des pl- en playoff, la tactique, elle est vite vue. Hein. Il va ralentir le terrain, la vitesse au maximum. Il va jouer sur demi-terrain, il va faire de l'isolation, il va jouer du pick and roll ou alors de l'isolation. L'isolation, il va isoler Jimmy Butler et basta, quoi. Et sinon, ça va être du pick and roll avec Adebayo qui, quand il va roller, s'il est trappé, il va envoyer sur Tyler Hero et Duncan Robinson, quoi. Pour moi, Ouais. c'est ça. Pour moi, ça va être ça la tactique. Et en défense, on se trouve pas, on prend soin de la balle. C'est là où Terry Rozier va être important. On prend soin de la balle et puis basta, quoi. On va voir. Oui, à voir. Après, c'est sûr que oui, l'adversaire qui aura Miami, ils vont pas être, ils vont arriver en se disant bon, quel traquenard va encore nous tomber dessus. Toi. Ah, mais complètement. Voilà, ça Complètement. c'est une certitude. Même si tu es premier ou deuxième de la conf Est, tu sais que Miami sur une série, ça va être relou. Mais Mais ça serait bien aussi qu'il soit un peu plus intéressant en saison régulière que là où tu as un match du 8, moi je clique pas dessus. Hein. moi, je pense qu'il y a une équipe qui en fait encore des cauchemars. Hein, c'est les Bucks. Et je pense que les Bucks, ils seraient pas très très contents de les toper au premier tour. Hein. S'ils se retrouvent au premier tour, ça risque d'être un peu sanguinolent quand même. Ah oui, non mais c'est clair. Hein. Limite en fait, Miami, faut en parler que quand arrivent les previews des premiers tours de playoff. Ouais. C'est là ça devient intéressant. Toi. Ouais, mais un trou d'air de 7 matchs d'affilée, c'est. Bien sûr. Ouais. Là, on était obligé d'en parler. C'est oui. Énorme, quoi. 7 défaites d'affilée pour le hit. Enfin, on parle bien du hit qui est l'excellence depuis. Enfin, l'excellence, entre guillemets, hein, mais c'est une équipe qui est régulière depuis allez, on va dire 25 ans. Oui, c'est assez rare qu'ils aient autant de. Ils peuvent t'enchaîner avec 3 défaites de suite. Après, ils vont en gagner 2, ils vont reperdre 2, ils vont en gagner 3. Mais là, 7 de suite, c'est pas commun. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin bon. D'autres choses à rajouter sur le hit, messieurs? Non, bah, quand il y a un match 8, je clique pas non plus. Bah voilà, c'est ça. Bon. Eh bien, très bien.
On va conclure du coup. Messieurs, merci de votre expertise. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires donc, sur les réseaux sociaux. Et également, n'hésitez pas à commenter là-dessus. Dites-nous, vous, vos équipes que vous auriez mis au conseil de classe, que ce soit l'honneur ou les cancres. N'hésitez pas. N'oubliez pas, toute cette semaine, il y a des podcasts avec Tailgate sur la NBA, sur la NFL, pardon, pour préparer le Super Bowl. Notre Flav national a fait une superbe interview de Peter Anderson. Allez voir, il y a aussi des previews sur le Super Bowl et un review de nos previews du mois de septembre. Et là, attention, c'est sanglant. Une preview de la review, c'est magnifique. Est-ce que vous avez fait par contre, parce que tous les gens qui ne suivent pas le foot américain, c'est ça qui les intéresse, est-ce que vous allez faire une preview sur la venue ou non de Taylor Swift? Non. Non. Tu vas nous chercher des infos sur le mariage-divorce de Spoelstra et vous n'allez pas nous parler, la team NFL, de Travis Kelce et de Taylor Swift, quand même. Alors, j'ai une aversion à cette personne. Ça m'indiffère. Autant, tu vois, coach Spo, ça m'a fait rire, puisque moi-même étant divorcé, mais c'est tout. Tu vois, je suis plus divorce que mariage. Ok, pas de problème. Donc n'hésitez pas à nous suivre, à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça et quelles sont vos équipes. N'hésitez pas à nous suivre, à aller télécharger l'appli et de toute façon, on vous dit à très vite. On se retrouve la semaine prochaine sur un rythme bi-hebdomadaire, mon cher Chris. On espère si Cédric décide de revenir de son voyage et nous accorde un petit peu de son temps, on reprendra un rythme traditionnel. Bon, sinon, on trouvera bien l'occasion de faire 2 podcasts la semaine prochaine. Et comme ça, vous aurez votre dose hebdomadaire, bi-hebdomadaire de NBA avec Henwan. Messieurs, merci. Merci, Chris. Merci à vous. C'était un plaisir. J'espère que ça te fait toujours plaisir de venir nous voir. De temps en temps, pas trop souvent. Mais Ouais. Mais t'inquiète pas. Et Axel, moi je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast du vendredi du coup. Oui, non, je serai pas là. Ah, tu seras pas là? On va réorganiser nos plannings et on va pas faire ça ici. On verra ça plus tard, effectivement. Allez, ciao à tous et à très vite sur les antennes de The Free Agent. Allez, ciao à tous. Bye. Ciao.